Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir les deux lois de Fick. Alors ce sont deux lois qui régissent le phénomène de diffusion. Alors la diffusion, on l'avait vu la dernière fois. D'accord. Donc cette fois-ci, on va le décrire d'un point de vue théorique. D'accord. Donc le modèle mathématique, si vous voulez, qui rend compte de la diffusion, c'est le modèle de Fick, c'est les deux lois de Fick. D'accord. Alors, donc juste un petit rappel pour vous mettre dans le bain. Donc la diffusion, on avait dit, c'est un déplacement de matière, c'est un transport de matière qui est dû à la différence de concentration entre deux points de l'espace, qui est dû à un gradient de concentration entre deux points donnés de l'espace. Comme c'est le cas ici, vous avez deux compartiments. Le premier compartiment, il contient une substance de concentration C1. Le deuxième compartiment, il contient la même substance, mais de concentration C2. Avec C1 supérieur à C2. Alors, donc, la matière va se déplacer, va se mouvoir du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, au début, on avait un état initial déséquilibré. À la fin, on aura un état final équilibré. De telle sorte à ce que à la fin de la diffusion, ce qu'on appelle l'état final, la concentration sera identique en tout point de ces deux compartiments-là qu'on a considérés. Donc la matière va se diffuser jusqu'à ce que la concentration devienne uniforme ou bien homogène en tout point de l'espace, en tout point de ces deux compartiments-là que nous avons considérés. Alors maintenant, on va s'intéresser à la première loi de Fick. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la première loi de Fick affirme qu'il y a proportionnalité entre le gradient de concentration et le flux de diffusion. Alors le flux de diffusion, je l'avais dit la dernière fois, un flux ou bien un débit, disons que c'est la même chose. Tout à l'heure, je vais vous expliquer quelle est la différence entre le flux et un débit. Alors, donc la première loi de Fick vous dit qu'il y a proportionnalité entre le gradient de concentration et le flux de diffusion. La quantité de matière qui diffuse est proportionnelle, en d'autres termes, la quantité de matière qui diffuse est proportionnelle à la différence de concentration qu'il y a entre les deux points considérés. Elle est proportionnelle au gradient de concentration entre les deux points en question. Cette loi exprime à un instant donné, d'accord, le flux de soluté, on est dans le cadre de solution, le flux de soluté qui passe d'un point où la concentration est C plus DC. DC, c'est une petite concentration, c'est une variation infinitésimale de la concentration. Donc, cette loi exprime à un instant donné le flux de soluté qui passe d'un point où la concentration est C plus DC à un point où elle vaut C. Alors, vous avez le même schéma que tout à l'heure. Alors, on a deux compartiments. Un premier compartiment qui est celui-là où la concentration est C plus DC et un deuxième compartiment où la concentration est C. Alors, on vous dit ici la quantité DC est supérieure à 0. Encore une fois, DC, c'est une, disons, variation infinitésimale de la concentration. Si DC est positif, ça veut dire C plus DC est supérieur à C. Alors, C plus DC, c'est quoi? C'est C auquel on ajoute une petite quantité DC. C'est juste pour différencier ces concentrations. D'accord, donc C plus DC est supérieur à C. Donc on a bien ici un gradient de concentration, une différence de concentration. Du coup,
certainement, la matière, elle va se mettre à se déplacer, elle va se mouvoir. Il va y avoir ce qu'on appelle un débit de matière ou bien un flux de matière. Alors le débit, par analogie si vous voulez, avec le domaine des télécommunications, vous avez tous Internet sur vos téléphones, ou bien chez nous, nous avons tous Internet. Alors il y a ce qu'on appelle le débit de connexion Internet. Chaque connexion Internet est caractérisée par un débit. En arabe, c'est tadafour, c'est la quantité de connexion, si vous voulez, par unité de temps. C'est mégabytes par seconde. C'est la quantité de connexion Internet par seconde. Ça, c'est un débit de connexion. Ici, il y a aussi un débit de matière. C'est-à-dire, c'est une quantité de matière, qui se déplace par unité de temps. Voilà. Alors, donc, vous avez le schéma suivant. Alors, le gradient ici, ce vecteur-là que vous voyez ici, gradient de C. Alors, le gradient, alors je vais prendre une nouvelle fenêtre. Alors, j'espère que ça va écrire. Alors, le gradient, d'accord, c'est un vecteur. Alors, mathématiquement, le gradient, c'est un opérateur au dérivé partiel. C'est un opérateur au dérivé partiel qui sert à transformer une quantité scalaire en une quantité vectorielle. Je répète, donc le gradient, c'est un opérateur mathématique au dérivé partiel qui sert à transformer, si vous voulez, une quantité scalaire. La concentration, c'est un scalaire, c'est pas un vecteur, n'est-ce pas? La concentration, la masse, donc ce sont des scalaires. Donc, le gradient, c'est un opérateur mathématique au dérivé partiel qui sert à transformer une quantité scalaire en une quantité vectorielle. Maintenant, le gradient, c'est un vecteur puisqu'il sert à convertir, bien transformer une quantité scalaire en une quantité vectorielle. Alors, le gradient, mathématiquement, c'est quoi? Donc, c'est une dérivée, c'est la dérivée par rapport à x suivant le vecteur unitaire i plus la dérivée par rapport à y suivant le vecteur unitaire j et plus la dérivée par rapport à z suivant le vecteur unitaire k. Donc ça c'est l'opérateur mathématique. Maintenant si on applique cet opérateur mathématique à la concentration C, qui est un scalaire, donc il suffit de mettre partout C. D'accord. Donc c'est la dérivée de C par rapport à x, plus la dérivée de C par rapport à y suivant j, plus la dérivée de C par rapport à z suivant k. Alors mathématiquement c'est une dérivée, physiquement c'est une variation. Ça veut dire que vous avez la variation de la concentration selon la direction x, plus la variation de la concentration selon la direction y, et plus la variation de la concentration suivant la direction z. Donc ça c'est le gradient de C, il exprime la variation de la concentration. Ici on suppose qu'on a 3 dimensions. D'accord. Alors ici vous remarquez bien que j'ai utilisé des dérivés partiels. Parce qu'on suppose que la concentration C est une fonction de x, de y et de z. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé les dérivés totales ici. Des totales, ou bien des droits. Ici j'utilise le dérang, ou bien la dérivée partielle. Parce qu'encore une fois, C dépend de x et y et z. Voilà. Alors je reviens à mon schéma. Alors donc le gradient de C, il exprime quoi? Il exprime la différence de concentration. C'est un vecteur, bien évidemment. Alors ce vecteur est toujours orienté, comme l'indique ce schéma, de la concentration la plus faible vers la concentration la plus élevée. Donc voilà le vecteur gradient de C. Maintenant, le débit de matière, il se fait, comme on l'avait dit la dernière fois, de
de la zone où la concentration est plus élevée vers la zone où la concentration est moindre. Donc le débit de matière, il se dirige, il s'oriente, si vous voulez, il est opposé, le débit de matière. Alors gamma, c'est le vecteur débit de matière. Hein? Donc gamma, c'est le débit de matière. Donc gamma est opposé au gradient de la concentration. Le gradient de la concentration, c'est un vecteur qui se dirige de la concentration la plus faible vers la concentration la plus élevée. Par contre, le déplacement de la matière, il se fait du compartiment où la concentration est plus forte vers le compartiment où la concentration est plus faible. Alors maintenant, la première loi de Fick. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que gamma, d'accord, c'est le vecteur débit de matière. C'est le débit, il représente le débit de matière. Alors, la première loi de Fick, elle vous dit quoi? Alors, je reviens ici. La première loi de Fick affirme qu'il y a proportionnalité entre le gradient de concentration et le flux de diffusion. Proportionnalité, ça veut dire que gamma, il est en fonction du gradient de la concentration. D'accord. Sauf que il est orienté inversement par rapport au vecteur gradient. Donc on ajoute un signe moins ici. Maintenant, la matière, quand elle se déplace de ce compartiment vers ce compartiment. Alors elle traverse une certaine surface. Elle traverse une surface. Vous avez une surface ici. Imaginez que c'est un tube cylindrique, donc c'est la section du cylindre. La matière, elle traverse cette section du cylindre. Donc on ajoute le S ici, qui est la section du cylindre. D'accord? C'est pas une démonstration mathématiquement rigoureuse, mais on fait les choses à la main. D'accord. Donc la matière, elle traverse la section du tube ou bien du cylindre. Elle traverse une certaine surface. Maintenant, cette diffusion, elle n'est pas la même pour toutes les... alors la diffusion, elle n'est pas la même, elle diffère. Plutôt, la diffusion diffère selon qu'on ait telle ou telle substance. D'accord? Ce n'est pas toutes les substances qui diffusent de la même manière. La diffusion diffère d'une substance à une autre. Tout dépend de la masse molaire, de la substance, etc. D'accord. Donc il y a un coefficient qu'on appelle D, qui est un coefficient de diffusion. Donc D, c'est le coefficient de diffusion. Il décrit, si vous voulez, il caractérise la manière avec laquelle la matière se diffuse. Ok? Donc encore une fois, la diffusion diffère selon que vous ayez telle ou telle substance. Pardon. La diffusion, elle diffère selon qu'on ait telle ou telle substance. Ce n'est pas toutes les substances qui diffusent de la même manière. Ce n'est pas vrai. Parce que la diffusion, elle dépend de la masse molaire, par exemple, de votre substance. Tout dépend de la masse moléculaire, etc. Pardon, comme les différentes substances auxquelles on a affaire présentent des masses molaires différentes, évidemment, ça va se répercuter sur leur diffusion. Donc il y a un coefficient de diffusion qui caractérise la diffusion d'une substance donnée. Donc on ajoute un D. Donc la première loi de Fick, elle est là. D'accord? Donc c'est gamma, il est ici, égale à moins D, S, gradient de C. Moins D, S, gradient de C. Alors c'est égal, le débit de matière c'est quoi?
c'est en fait la variation de la quantité de matière. La matière, c'est de la masse par rapport au temps. Alors, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure concernant la connexion Internet? C'est la variation de la quantité de connexion par rapport au temps. Mégabytes par seconde. Là, c'est la variation de la quantité de matière par rapport au temps, dans le temps. Voilà, ça veut dire qu'il y a de la matière qui se déplace. Au cours du temps, vous avez un mouvement de matière. Voilà. Alors, donc c'est un vecteur. Pardon. C'est un vecteur. Donc ici, je dois mettre un vecteur unitaire U. D'accord. Le vecteur unitaire U, si vous voulez, c'est un vecteur qui est suivant gamma. Il est ici. Je ne l'ai pas représenté. U. Il est là. Ou bien on peut prendre directement I. Voilà. Alors maintenant, ici, je suis à 3 dimensions. Hein. Le gradient de C, regardez. Il y a une variation suivant X, suivant Y et suivant Z. Là, pour simplifier les choses, on suppose que nous avons affaire à une diffusion unidimensionnelle. Ça veut dire, on va considérer que la diffusion se fait uniquement suivant X, suivant l'axe des X. D'accord, suivant l'axe des X. Du coup, ces deux composantes vont s'annuler. Puisque je considère que la diffusion se fait uniquement suivant X. Elle ne se fait pas suivant Y et elle ne se fait pas suivant Z. Donc ces deux composantes, elles, disparaissent, si vous voulez. Alors maintenant, à ce moment-là, le gradient de C deviendra égal à quoi? Le gradient de C, cette fois-ci, sera égal à D de C par rapport à X suivant I. Alors ici, j'ai pas mis D rang, mais j'ai mis D droit. Ici, pourquoi? Parce que j'ai considéré que la diffusion, elle se fait uniquement suivant X. C'est comme si que je disais, d'accord, donc j'ai considéré que la diffusion se fait uniquement suivant X. Ça veut dire la variation de la concentration, elle se fait uniquement suivant X. Donc la concentration, elle dépend uniquement de X. Elle ne dépend pas des autres variables, Y et Z. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici D total. Donc je répète, ici j'ai mis D droit, j'ai pas mis D rang. Pourquoi? Parce que la fonction C, elle ne dépend plus de Y, elle ne dépend plus de Z. D'accord, elle dépend uniquement de X. Vous n'avez qu'une seule variable, donc c'est la dérivée totale. Voilà. La concentration est une fonction de X. Voilà, maintenant si je remplace le gradient de C ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir gamma égale à moins D que multiplie S, que multiplie quoi? Que multiplie D de C par rapport à X suivant le vecteur unitaire I. Donc voilà la première loi de Fick. Donc c'est moins D, D de C par rapport à X, S, que multiplie I. Voilà. Alors, d'après cette relation, regardez le moins ici. Ça veut dire que gamma, il est orienté inversement par rapport à I. Alors que dans le schéma ici, gamma, il est suivant I. Alors il ne faut pas perdre de vue que cette quantité-là est négative, D de C par rapport à X. Regardez, D de C par rapport à X. Alors si vous voulez, on va passer aux grandes variations. Delta C
par rapport à x. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à C2 moins C1 sur x1 sur x2, C2 x2 moins x1. Alors, si je reprends le schéma, alors x2 moins x1, ça va être positif. x2 est supérieur à x1, n'est-ce pas? Maintenant, si je fais C2 moins C1, C2 moins C1. D'accord, il y a un sens qu'il faut suivre. Hein? D'accord, donc C2, x2, x1, donc C2 moins C1. C2 moins C1, sachant que la concentration ici, elle est plus faible que la concentration ici. Donc C2 moins C1, ça va être négatif. Donc cette quantité, elle sera négative. De même, pour D de C par rapport à X, elle sera aussi négative. Cette quantité négative, avec le signe moins, on a bien gamma qui est orienté dans le même sens que I. Comme illustré ici, gamma est orienté dans le même sens que I. Voilà pour la première loi de Fick. J'espère que j'ai tout dit. Alors D de M par rapport au temps à T et à X, alors c'est la masse diffusant par unité de temps, c'est-à-dire débit massique, le débit massique, à T et à l'abscisse X. Par exemple, je considère la surface qui est ici, à l'abscisse X. Cette surface, elle se trouve à une position X. D'accord. Donc c'est la quantité de matière traversant cette surface qui se trouve à l'abscisse X. Donc à T donné et à X donné, vous avez telle ou telle quantité de matière qui traverse votre surface. Voilà. D de C par rapport à dx, c'est le gradient de concentration pondérale. Hein? On a vu qu'est-ce que c'est que la concentration pondérale. Le D, c'est le coefficient de diffusion. Et le S, c'est la surface de section du tube. Voilà. Alors maintenant, le débit molaire. Le débit molaire ou débit de matière. Alors, la quantité principale qu'on considère, c'est D de M par rapport au temps. Donc, on sait que la masse est égale à la masse molaire qui multiplie le nombre de moles. Le nombre de moles qui multiplie la masse du mol, vous allez avoir la masse de la quantité de matière que vous avez, qui est égale aussi à moins ds, d de Cp sur dx. Cp, c'est la concentration pondérale. Hein? D'accord. Donc, c'est cette loi-là. Voilà. Sauf que je n'ai pas... sauf que je n'ai pas considéré les vecteurs ici. Alors maintenant, le but, c'est d'extraire D de N par rapport au temps. Ce qu'on appelle le débit molaire. Donc, D de N par rapport au temps. Ici, c'est un signe moins. Donc, c'est ds, c'est ds. dCp sur dx que divise M. On va diviser par M. Ceci va nous donner, alors Cp, d sur dx, Cp sur M, c'est quoi? C'est la concentration molaire, ou bien ce qu'on appelle la molarité. Donc, le débit molaire, c'est D que multiplie S, que multiplie la variation de la concentration molaire. Parce qu'on a affaire à un débit molaire. Dans le cas d'un débit massique, il faut considérer la concentration pondérale. Pour le débit molaire, il faut considérer la concentration molaire. Alors, la deuxième loi de Fick. Alors, regardez, juste un petit exemple concernant la diffusion. Par exemple, quand vous faites passer une pommade, hein, d'accord, vous mettez une pommade sur votre peau, alors cette pommade finira par être absorbée. Cette absorption,
elle est régie par le phénomène de diffusion. Hein. Donc votre pommade, elle passe d'un milieu plus concentré à un milieu moins concentré. Donc le milieu le moins concentré, c'est le milieu cutané ou sous-cutané. Voilà. Pardon. Alors la deuxième loi de Fick. Alors regardez ce qu'on vous dit. On vous dit la première loi de Fick est utilisée en régime permanent. C'est-à-dire lorsque le flux de particules ne dépend pas du temps. D'accord. Donc la première loi de Fick, elle décrit un régime permanent. Ça veut dire que vous avez constamment de la matière qui se déplace. D'accord. Tout le temps, constamment, vous avez, et continuellement, vous avez de la matière qui se déplace. C'est un régime permanent. Lorsque le flux de particules ne dépend pas du temps. Alors si vous remarquez bien, dans la loi de Fick ici, il n'y a aucune dépendance par rapport au temps. Il y a une dépendance spatiale par rapport à X. Il ne faut pas voir ça. Ça, c'est la définition même du débit de matière. D'accord. Tout ça, c'est gamma. C'est le débit de matière. Hein? La dépendance par rapport au temps, ça veut dire gamma sera dépendant du temps. Ça veut dire d gamma par rapport à dt. D'accord. Ici, ce gamma ne dépend pas du temps. Ça veut dire si je dérive gamma par rapport au temps, ça va me donner 0. Voilà. Ça veut dire que la quantité de matière qui se déplace, elle ne dépend pas du temps. Donc ça, c'est pour la première loi de Fick. Maintenant, la deuxième loi de Fick, elle exprime non plus, on vous dit, un régime permanent de diffusion, mais un régime transitoire où l'on suppose, d'accord, où l'on suppose, alors, ça on va le voir tout de suite, où l'on suppose que la concentration, elle dépend du temps. Ça veut dire la dérivée de la concentration par rapport au temps, elle n'est pas égale à 0. Ça veut dire que la concentration dépend du temps. Alors, donc je reprends, je prends une nouvelle fenêtre. Alors regardez, donc vous avez, je vais prendre un axe, d'accord. Alors je vais prendre ce point d'abscisse x1. D'accord. Je suppose que la concentration ici elle est égale à C1. Maintenant je prends un deuxième point d'abscisse x2 et de concentration C2. Alors dans le cadre de la première loi de Fick, qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait D de C par rapport à X. D'accord. En passant de X1 à X2, il y a une variation de la concentration. D de C par rapport à X. D de C par rapport à X est différent de 0. Ça veut dire qu'il y a une variation de la concentration en passant de X1 à X2. D'accord. Donc le débit de matière qui se déplace, on avait dit, il est proportionnel à ce gradient de concentration. Imaginez que vous avez tout le temps le même gradient de concentration. Ça veut dire que vous aurez constamment la même quantité de matière qui se déplacera. C'est ça un régime permanent. D'accord. Ça veut dire quoi? Un régime permanent. Ça veut dire que si, alors, regardez, je fais un premier chemin. Alors, je me déplace par rapport à x. En se déplaçant par rapport à x, j'ai une variation de la concentration. D'accord. Maintenant, je vais faire un deuxième déplacement. Je vais me déplacer une seconde fois. D'accord. Je me déplace une deuxième fois par rapport à x. D'accord. Alors, je répète. Alors, c'est pas une démonstration, ce n'est pas une démonstration mathématique au sens propre, pardon.
D'accord, elle n'est pas très, ce que je fais ici, mathématiquement, ce n'est pas très rigoureux d'un point de vue mathématique. Donc on va faire les choses, si vous voulez, à la main. On va essayer de simplifier les choses. Alors, donc je me déplace une première fois. D'accord, je me déplace une première fois de x1 à x2. Je me déplace une première fois de x1 à x2. Vous êtes bien d'accord qu'il y a une différence de concentration entre ces deux points. Donc on a d de c par rapport à dx, qui est différent de 0. D'accord. Maintenant, je vais me déplacer une seconde fois. Je vais refaire le même chemin une deuxième fois. Ça veut dire que je dois dériver une seconde fois par rapport à x. Donc je dérive tout ça par rapport à x. Alors, dans le cas d'un régime permanent, qui est décrit par la première loi de Fick, cette deuxième dérivée est égale à 0. Ça veut dire quoi cette deuxième? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le fait que cette deuxième dérivée soit égale à 0? Ça veut dire que cette quantité que vous avez ici, elle est constante. Ça veut dire que d de c par rapport à x, ça veut dire que cette quantité, celle-là, elle est constante, puisque sa dérivée par rapport à x est égale à 0. Ça veut dire que nous avons le même gradient de concentration. Si je me déplace une première fois, j'ai d de c par rapport à x, et si je me déplace une deuxième fois, j'ai le même gradient de concentration, puisque la dérivée par rapport à x de cette quantité est égale à 0, c'est-à-dire cette quantité est constante. Ça veut dire qu'elle ne dépend pas du temps. Ça veut dire que vous avez continuellement la même quantité de matière qui se déplace, puisque le gradient de concentration est constant, il est le même. C'est ça qu'on appelle un régime permanent. Maintenant, imaginez que cette dérivée soit différente de 0. Imaginez que cette dérivée soit différente de 0. Ça veut dire que cette quantité, elle n'est plus constante. Ce n'est plus une constante. D'accord. C'est différent d'une constante. Cette quantité est différente d'une constante. Si d de c par rapport à x n'est plus une constante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la variation de la concentration entre x1 et x2 varie. D'accord? Ça veut dire que vous avez une variation de la variation de concentration entre les points x1 et x2. Ça c'est quoi? Ça c'est la variation de la concentration entre x1 et x2. Maintenant, si cette variation de la concentration n'est pas constante, ça veut dire que cette variation de la concentration, elle varie. C'est l'objet de la deuxième loi de Fick. Alors, comment est-ce que la variation de la concentration entre ces deux points varie? Quel est le mécanisme, si vous voulez, qui va faire en sorte à ce que la variation de concentration, à ce que la différence de concentration entre ces deux points varie ou bien change? La seule façon de voir les choses, c'est de dire que la concentration ici, elle dépend du temps. C1 dépend du temps et C2 dépend du temps. Ça veut dire qu'au cours du temps, C1 change et aussi C2. Si C1 et C2 changent au cours du temps, évidemment la différence entre X1 et X2 d'un point de vue concentration va aussi
changer. D'accord, c'est pour ça qu'on avait écrit tout à l'heure D de C par rapport au temps est différent de 0. Ça veut dire que la concentration, elle dépend du temps. Dans le cas d'un régime permanent, vous avez tout le temps la même différence de concentration. Ça veut dire D de C par rapport au temps est égal à 0. Ça ne dépend pas de la concentration. Ça, c'est pour un régime permanent. Permanent. D'accord. Maintenant, si le régime n'est pas permanent, ça veut dire que la concentration, elle dépend du temps. Voilà. C'est ce qu'on a écrit ici. D de C par rapport à T est différent de 0. Et cette variation de la concentration, elle est induite par quoi? Elle est induite par la diffusion, par la matière qui se déplace. D'accord. C'est pour ça qu'on écrit ici D de C par rapport à T égale à D secondes de C par rapport à X carré. D'accord? Alors, D. D'accord, encore une fois, cette variation de la concentration, d'accord, cette variation, la variation de la concentration au point x1 ou bien la variation de la concentration au point x2, au cours du temps, bien évidemment, est induite par le mouvement de matière que vous avez. D'accord, donc D de C par rapport au temps. Alors ici, j'ai mis D rang parce que C dépend non seulement du temps, mais elle dépend aussi de X. Donc vous avez deux variables. Est égal, c'est égal à quoi? C'est égal à D secondes. D'accord, on a écrit D par rapport à X, D de C par rapport à X, D par rapport à X, 2. D de C par rapport à X est différent de 0. C'est-à-dire que cette quantité n'est pas une constante, elle varie. D'accord. Ça veut dire aussi que le C, il dépend du temps. D'accord. C, il concerne la concentration en ce point. Hein? Et C2, c'est la concentration en ce point. Si je mets C1 ici par exemple, donc cette équation signifie que D de C1 par rapport à X n'est plus une constante. Ne faites pas attention à la dernière chose que j'ai dite. Hein? D'accord. Alors, donc C1 concerne la concentration au point X1 et C2 concerne la concentration au point X2. D'accord. Donc encore une fois, cette équation, la dérivée par rapport à X, de la dérivée de C par rapport à X est différente de 0. Cela signifie que cette quantité est différente d'une constante. Ça veut dire que la différence de concentration entre ces deux points, elle n'est pas constante, elle varie, elle change. Le gradient de concentration, il varie. Et ce gradient de concentration ne peut changer que si les concentrations dépendent du temps. D'accord. Donc cette dépendance du temps, cette dépendance vis-à-vis du temps de la concentration, elle est engendrée par la diffusion, par la matière qui se déplace. Donc D de C par rapport à T est égal à D, que multiplie quoi? Que multiplie la dérivée seconde parce que vous avez D. Donc dérivée seconde de C par rapport, donc vous dérivez deux fois par rapport à X. Donc par rapport à X carré. Donc voilà la deuxième loi de Fick. D'accord, donc la variation de la concentration dans le temps, elle est induite par la diffusion, par la matière qui se déplace. Au fur et à mesure que la matière se déplace, les concentrations vont devenir de plus en plus équilibrées. D'accord?
de C par rapport à x carré. D'accord. Ça veut dire que cette dérivée, elle n'est pas égale à 0. Si elle était égale à 0, cette dérivée, c'est la même, qui est la même que celle-là, si elle était égale à 0, cette dérivée, on se retrouverait dans un régime permanent. Ça veut dire d de c par rapport à x est une constante. Ça veut dire que vous avez toujours le même gradient de concentration. Sauf qu'ici, cette dérivée, elle est différente de 0. Encore une fois, ceci signifie que cette quantité n'est pas une constante. Ça veut dire que le gradient de concentration varie. Et le gradient de concentration ne peut varier que si les concentrations dépendent du temps. D'accord. Donc ça exprime la variation, si vous voulez, du gradient de concentration qui induit, qui rend compte, si vous voulez, de la variation de la concentration par rapport au temps. C'est la variation de la concentration par rapport au temps qui induit une variation du gradient de concentration. Donc voilà pour la deuxième loi de Fick. Donc c'est ça, d de c par rapport à t égale à d que multiplie d secondes de c par rapport à x carré. Pardon. Donc on vous dit la variation de la concentration en fonction du temps est alors définie par, on vous donne cette équation. Alors la deuxième équation de Fick décrit comment le changement dans la concentration dans un élément de volume est déterminé par le changement dans le flux entrant et dans le flux sortant dans le volume. C'est-à-dire c'est le déplacement de la matière qui va induire cette variation, cette dépendance de la concentration vis-à-vis du temps. C'est une équation aux dérivées partielles. Donc vous avez des dérivées partielles du second ordre, parce que vous avez ici d secondes de c et dx carré, qui caractérise un processus irréversible. D'accord, c'est-à-dire le système ne peut pas reprendre son état initial. Elle intervient ainsi dès que l'on s'intéresse à la diffusion en tant que processus spatio-temporel. D'accord, ici vous avez deux variables. Une variable de l'espace et une variable du temps. Donc c'est un processus spatio-temporel. Par contre, le cas de la première loi de Fick, il décrit un processus spatial. Il n'y a qu'une seule dépendance, c'est la dépendance vis-à-vis des variables de l'espace. Ici, vous avez non seulement une dépendance vis-à-vis des variables d'espace, mais aussi une dépendance vis-à-vis de la variable du temps. D'accord, il y a aussi une dépendance vis-à-vis de la variable du temps. Donc c'est un processus spatio-temporel. D'accord, il y a une dépendance vis-à-vis de la variable spatiale, et aussi une dépendance vis-à-vis de la variable temporelle qui est t. Donc voilà pour les deux lois de Fick. Donc c'est une équation en dérivée partielle du second ordre qui caractérise un processus irréversible. Elle intervient aussi dès que l'on s'intéresse à la diffusion en tant que processus spatio-temporel. Cette équation peut être résolue analytiquement dans le cas où D est indépendant de la concentration. Elle admet alors un nombre fini de solutions analytiques qui expriment la forme du profil de diffusion. Ça va vous donner le profil de diffusion C en fonction de X et de T, et permet de calculer le coefficient de diffusion D à partir des profils expérimentaux. Alors maintenant, signification du coefficient de diffusion D. Alors on vous dit soit deux compartiments égaux. La diffusion s'effectue de C1 vers C2. D'accord? De C1 vers C2. Delta L, c'est la distance moyenne parcourue par les molécules en solution. Donc vous enlevez par unité de temps. Donc delta L, c'est la distance moyenne parcourue
par les molécules. Voilà. Alors, étudions le débit à travers la surface S. Donc, vous avez deux compartiments. D'accord. Dans le premier compartiment, vous avez dans le premier, pardon, je disais que dans le premier compartiment, vous avez une concentration C1 de particules de type A, pardon, et dans le deuxième compartiment, vous avez une concentration C2 de particules de type B. Alors, ce n'est plus la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait la même substance dans les deux compartiments. D'accord. Avec des concentrations différentes. Ici, on a des substances différentes dans les deux compartiments. Ici, vous avez C1 de A, vous n'avez pas de B. Ici, vous avez C2 de particules B, et vous n'avez pas de particules A dans le deuxième compartiment. Donc, delta L, la longueur si vous voulez, la longueur du cylindre ou bien du tube, c'est 2 delta L. D'accord? Delta L, c'est ça. La longueur totale, c'est 2 delta L. Alors maintenant, ici, vous avez uniquement des particules B, vous n'avez pas de particules A. Là aussi, vous avez uniquement des particules A, et vous n'avez pas de particules B. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les molécules présentes dans les volumes vont se déplacer pour moitié vers la gauche et pour moitié vers la droite. D'accord? La moitié des particules de type A qui sont ici, elles vont diffuser vers le deuxième compartiment. D'accord? Et la diffusion ne s'arrêtera qu'une fois que la moitié des particules A auront passé vers le compartiment B, vers le deuxième compartiment. De même pour les particules B. Les particules B vont diffuser du compartiment 2 vers le compartiment 1. Et la diffusion ne s'arrêtera qu'une fois la moitié des particules B auront traversé cette surface pour séjourner dans le premier compartiment. Voilà. Donc vous allez avoir une diffusion dans les deux sens. Et rien ne vous dit que C1 est égal à C2. C1, c'est la concentration des particules A, C2, c'est la concentration des particules B. Voilà. Alors maintenant, on vous dit la moitié des molécules présentes dans les deux volumes de concentration C1 et C2 traversent donc S. Les particules B, ils traversent S, les particules A traversent S. Alors la quantité de substance, regardez, on va s'intéresser à la quantité de substance qui va diffuser vers la région C2. D'accord, on va s'intéresser à la quantité de substance qui va diffuser vers la région C2. D'accord. Alors, donc je prends une nouvelle fenêtre. Alors vous avez deux compartiments. D'accord? Ici, vous avez des particules A de concentration C1. Ici, vous avez des particules B de concentration C2. D'accord. Alors ici, donc je vais assurer ce compartiment pour dire qu'il est occupé par des particules de type A. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On va s'intéresser, d'accord, à la matière dissoute, diffusant vers la région de concentration C2. Donc on va s'intéresser
à la quantité de matière qui va diffuser de ce compartiment vers ce compartiment. D'accord, alors delta M, on va noter ça, delta M. Alors delta M est égal à quoi? Alors regardez. Qu'est-ce qu'on avait dit? La moitié des particules A présentes dans le compartiment 1 vont diffuser vers le compartiment B, n'est-ce pas? La moitié, ça veut dire je divise par 2. D'accord. Maintenant, quelle est la quantité de matière qui se trouve au niveau du compartiment A? Alors, elle est donnée par cette relation. C'est S delta N, c'est 1. D'accord? C'est S. D'accord, delta L qui multiplie C1, pardon, pas C1. D'accord, que multiplie C1. Alors regardez, la dimension de S. S c'est une surface, donc vous avez des mètres carrés. N'est-ce pas? Delta L, c'est une longueur parcourue par des particules. Donc vous avez des mètres. C, la concentration C. Alors ici c'est une concentration pondérale. Hein? Une concentration pondérale, c'est quoi? C'est une masse par unité de temps. Regardez, concentration pondérale. C'est une masse par unité de volume, pardon. D'accord, la masse elle s'exprime en kilogrammes ou bien en grammes. Donc kilogramme par le volume il s'exprime en mètres cubes, ou bien en centimètres cubes, ou bien en litres. D'accord. Donc C1, c'est une concentration, c'est une concentration pondérale, son unité, c'est kilogramme par mètre cube. Regardez, mètre carré et mètre. Mètre carré par mètre, c'est mètre cube. Donc mètre cube se simplifie avec mètre cube. Donc on obtient bien la dimension d'une masse. Donc ce terme, il a la dimension d'une masse. Donc une masse est égale à une masse. Voilà, donc vous avez la moitié des particules qui sont ici qui vont diffuser vers le compartiment B, si vous voulez, vers le deuxième compartiment. Maintenant, il n'y a pas que ça. On ne doit pas s'arrêter uniquement à ce stade. D'accord. Donc vous avez la moitié des particules. D'accord, je vais effacer la moitié. La moitié des particules A vont passer dans le compartiment B. En même temps, dans le compartiment B, il y a des particules de type B. Aussi, les particules B vont se déplacer pour moitié vers le compartiment de gauche, où séjournent les particules de type A. Donc cette moitié-là, ce vide-là, laissé par les particules A qui ont migré vers le compartiment B, il sera occupé en partie par des particules de type B qui vont diffuser du deuxième compartiment, du compartiment B, vers le compartiment A. D'accord? Donc en réalité, la quantité de matière qui a diffusé du compartiment A vers le compartiment B, ce n'est pas uniquement ce terme, mais c'est ce terme auquel on doit soustraire la quantité de matière qui est passée du compartiment B vers le compartiment A. D'accord. Donc moins S delta L C2
divise 2. Donc on doit soustraire la quantité de matière qui est passée du compartiment B vers le compartiment A. Voilà. Alors, encore une fois, rien ne vous dit que C1 est égal à C2. Hein. Vous allez me dire que c'est égal à 0. Non. D'accord. Maintenant, si... Alors, on s'intéresse à la quantité de matière, encore une fois, qui passe du compartiment, qui diffuse du compartiment A vers le compartiment B. Si on s'intéressait à la quantité de matière qui passe du compartiment B vers le compartiment A, eh bien, ça va être l'inverse. C'est-à-dire il va y avoir la moitié de ces particules qui vont passer dans le compartiment A. Et à cette moitié-là, il faudra retrancher la quantité de matière qui passera de A vers B. Voilà. Donc vous êtes bien d'accord. Hein? Vous avez la moitié des particules A. Encore une fois, on s'intéresse à la quantité de matière dissoute, diffusant vers la région de concentration C2. C'est-à-dire de A vers B. Vous avez la moitié des particules A qui vont passer vers B. D'accord? Maintenant, disons que ce compartiment il sera à moitié vide. Il sera à moitié vide. Parce qu'il y a eu la moitié qui sont passées dans le compartiment B. Maintenant, cette moitié-là qui est vide, elle ne va pas rester... elle ne va pas rester vide. D'accord? Elle sera occupée en partie par la moitié des particules B qui vont passer dans le compartiment A. Donc réellement, la quantité de matière qui est diffusée du compartiment A vers le compartiment B, c'est la moitié des particules A qui est passée dans le compartiment B, moins la moitié des particules B qui sont venues prendre la place des particules A qui sont venues occuper le vide laissé par les particules A pendant leur diffusion. Voilà. J'espère que je me suis très bien expliqué. J'espère que je me suis très bien exprimé. Pardon. Voilà. Donc c'est la même formule que je vous ai écrite sur Paint. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Regardez, donc on est toujours dans le cadre des lois de Fick. Hein? Alors la loi de Fick, vous avez D de M par rapport au temps. D de M par rapport au temps. Donc je vais faire en sorte de faire ressortir cette dépendance vis-à-vis du temps. Qu'est-ce que je fais? Je divise par delta T. D'accord? Ici on a affaire à de grandes variations. D'accord? Donc je divise par delta T. Là aussi je dois diviser par delta T. D'accord? Je divise de part et d'autre de l'équation par delta T. Donc je multiplie par 1 sur delta T. Voilà. Et le second membre, d'accord, quand vous avez une équation, ce terme-là c'est le premier membre, ce terme c'est le deuxième membre. Donc le deuxième membre, je le multiplie et je le divise par delta L. C'est comme si je n'avais rien fait. N'est-ce pas? On aura donc delta M sur delta T égale à quoi? Alors c'est 1,5, je factorise 1,5, je factorise delta L, que multiplie ce delta L, ça devient delta L au carré, que divise delta T, que multiplie S, d'accord, que multiplie C1 moins C2, que divise ce delta L qui est ici, d'accord. Donc il faut développer vous-même, d'accord, cette équation pour aboutir à celle-là, hein, c'est simple. Alors maintenant on va faire, encore une fois, on est dans le cadre des lois de Fick. Donc on va faire l'identification avec la première équation de Fick. La première équation de Fick. D'accord. Elle est ici. Donc D de M par rapport au temps sont les vecteurs 1 est égal à cette quantité D que multiplie S que multiplie D de C par rapport à X. N'est-ce pas?
Voilà. Alors ici, au lieu d'avoir D de C par rapport à X, on a delta C par rapport à delta L. L, il a la même signification que X. Hein? D'accord. Ici, on a affaire à de grandes variations. D'accord? Voilà. Donc si on fait l'identification avec la première loi de Fick, on peut dire que le D, ce D-là, il est égal à cette quantité. D est égal à delta L carré sur 2 delta T. Delta L carré s'exprime en mètres carrés et delta T c'est des secondes. D'accord. D'accord, ici on s'en fout du signe moins, hein. On prend la valeur absolue. D'accord, parce que c'est une quantité de matière qui se déplace. D'accord, une quantité de matière ne peut pas être négative. Hein. Donc on prend la valeur absolue ici. D'accord. On a enlevé le signe moins qui est ici. Voilà, donc D est égal à delta L carré sur 2 delta T. Alors, donc le coefficient de diffusion est lié au libre parcours moyen L des molécules de soluté. On vous dit aussi que le coefficient de diffusion D tient compte de deux forces. La force motrice due à l'agitation thermique. D'accord. Il y a l'agitation thermique qui contribue, qui stimule ou bien qui impulse, si vous voulez, qui donne une certaine impulsion, un certain dynamisme aux molécules. Hein. C'est l'agitation thermique, c'est le fait que la température augmente, qui engendre l'agitation, une certaine agitation au sein de votre système. Et ça va permettre aux molécules de se mouvoir plus facilement parce qu'elles sont agitées dans tous les sens. Et aussi, il dépend de la force de résistance de frottement, dépendant de la viscosité du milieu. Maintenant, la diffusion, bien sûr, elle dépendra aussi de la viscosité du milieu. Si c'est un milieu plus visqueux qu'un autre, la diffusion, elle ne va pas se faire de manière aisée. Elle ne va pas se faire aisément. Voilà. Alors, il y a une loi qui permet de calculer ce coefficient de diffusion, c'est ce qu'on appelle la loi de Stokes-Einstein. D'accord, donc la loi de Stokes-Einstein nous permet de dire que D est égal à KB que multiplie T que divise F. Alors T c'est la température, KB c'est la constante de Boltzmann, qui vaut 1,38 fois 10 moins 23 mètres carrés kilogramme seconde moins 1 Kelvin moins 1. Donc D augmente avec la température. Hein. Si la température augmente, le D va augmenter. Le T il est au numérateur. Ou bien lorsque le coefficient de friction diminue. F c'est le coefficient de friction. Hein. Il décrit la résistance au mouvement. D'accord, il est aussi lié à la viscosité. D'ailleurs, il s'écrit en fonction de la viscosité, le F. D'accord, il est là. F est égal à 6 pi, eta. Eta, c'est la viscosité. Ça, c'est le symbole grec eta. 6 pi eta R. D'accord. Donc, lorsque le coefficient de friction diminue, le D, il augmente. Le coefficient de friction dépend de la taille des molécules. Si vous avez des molécules
de grosses molécules, évidemment, la friction elle sera plus importante. Et de la viscosité, état de la solution. Donc, état, c'est la viscosité. R, il exprime la taille de la molécule. Si vous voulez, c'est le rayon d'une particule. Si on suppose que les particules sont sphériques, le R, c'est le rayon de la particule. Alors, relation entre D et M. La relation entre le coefficient de diffusion et la masse molaire. Alors, on peut séparer les molécules de taille différente en fonction de leur coefficient de diffusion. Alors, soit les substances qui diffusent. Alors, la masse. Regardez, dans une mole de matière, vous avez un nombre d'Avogadro d'atomes, ou bien un nombre d'Avogadro de particules, constituant cette matière. Si vous divisez la masse molaire sur le nombre d'Avogadro, qui est encore une fois le nombre d'atomes ou de particules que contient une mole de votre matière. D'accord, si vous divisez la masse molaire, la masse d'une mole, sur le nombre de particules que contient une mole, vous allez obtenir la masse d'une particule. D'accord, je répète, vous divisez la masse molaire, la masse d'une mole, c'est la masse molaire, sur le nombre de particules que contient une mole. Vous allez obtenir la masse d'une particule, de cette mole-là. D'accord, et on sait que la masse est égale à ρ fois V. D'accord, c'est la densité volumique que multiplie le volume. La densité volumique, c'est la masse par un volume. Donc V se simplifie avec V, vous allez avoir la masse. D'accord, alors le volume d'une particule, on suppose que les particules sont sphériques. Donc le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi r au cube. R, c'est le rayon de la particule, qui est sphérique. Et ρ, c'est la masse volumique. D'accord, c'est la masse volumique. Donc Na, c'est le nombre d'Avogadro, ρ, c'est la masse volumique. Les particules sont supposées sphériques. Donc M sur Na est égal à 4 tiers pi r au cube ρ. Donc on extrait le R à partir de cette relation. D'accord. Donc M égale à 4 tiers pi r au cube ρ que multiplie le nombre d'Avogadro. Donc le R, c'est la racine cubique de 3m sur 4 pi ρ Na. D'après la relation de Stokes-Einstein, qu'est-ce qu'on a? La relation de tout à l'heure, on a D égale à KBT sur F, que divise F. D'accord, on remplace F par son expression, c'est KBT, que divise 6pi, état R. Le R, on le substitue par son expression qui est celle-là. Donc c'est KBT sur 6pi état, que multiplie 3m sur 4pi ρ Na puissance 1 tiers. La racine cubique, c'est puissance 1 tiers. Donc on obtient KB sur 6pi état, 3 4 pi ρ Na puissance 1 tiers qui multiplie M à la puissance 1 tiers. D'accord, je sépare le M et je fais sortir le M de cette parenthèse-là. Qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura D. D'accord. D que multiplie tout ça égale à KBT. D'accord, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que nous cherchons une relation entre D et M, entre le coefficient de diffusion et la masse molaire. Donc D que multiplie M à la puissance 1 tiers, ça vous donnera KBT que divise tout ça. 6pi état que multiplie 3, que multiplie 6pi état que multiplie 3 divisé par 4 pi ρ Na puissance 1 tiers. Alors maintenant, lorsqu'on a deux substances qui diffusent, on va prendre l'exemple de l'insuline par exemple et de l'hémoglobine. D'accord, pour l'insuline, on avait dit que chaque substance est caractérisée par son propre coefficient de diffusion. Donc ici, on aura le coefficient de diffusion de l'insuline. Bien sûr, bien évidemment, l'insuline elle a sa propre masse molaire. Donc masse molaire de l'insuline égale à KBT sur 6pi. On suppose que ces deux substances se trouvent dans l'eau. D'accord. Donc le milieu c'est l'eau, c'est la viscosité de l'eau. KBT sur 6pi NO que multiplie 3 que divise 4pi Na puissance 1 tiers. Ici c'est la masse volumique de l'insuline. D'accord. Si on passe à
l'hémoglobine, donc même chose, d'hémoglobine, masse molaire de l'hémoglobine, c'est le même milieu, c'est état, c'est la viscosité de l'eau, et ici vous avez la masse volumique de l'hémoglobine. Alors, comme approximation, on va dire qu'on travaille dans les mêmes conditions, d'accord? C'est-à-dire que la même température pour les deux, bien sûr, elle se trouve dans un même système, dans un même milieu caractérisé, porté à la même température T. C'est la même viscosité et la masse volumique de l'hémoglobine, elle est quasiment identique à la masse volumique de l'insuline. D'accord? Vous avez les mêmes masses volumiques. Alors, celle-là c'est l'équation 1, celle-là c'est l'équation 2. Si on divise l'équation 2 par l'équation 1, qu'est-ce qu'on aura? Alors, on tient compte de ces conditions, on tient compte du fait que la température est la même, la viscosité est la même, la masse volumique est la même. Ce terme que divise ce terme sera égal, ce terme que divise ce terme va être égal, pardon, ce terme que divise ce terme va nous donner 1. D'accord, ce terme que divise ce terme est égal à 1. D'accord. Ça veut dire que d'hémoglobine, que multiplie la masse molaire de l'hémoglobine puissance 1 tiers, que divise le coefficient de diffusion de l'insuline, que multiplie la masse molaire de l'insuline puissance 1 tiers, est égal à 1. Ça veut dire que le coefficient de diffusion de l'hémoglobine est égal au coefficient de diffusion de l'insuline que multiplie la masse de l'insuline puissance 1 tiers que divise la masse de l'hémoglobine. On aurait pu aussi tirer le coefficient de diffusion de l'insuline, hein, ça revient au même. D'accord. Ceci, alors pourquoi tout ça? C'est pour vous montrer que la masse molaire elle est importante et joue un rôle important d'un point de vue sur le plan dans le cadre de la diffusion. Voilà. D'accord. Donc la masse molaire est un critère important qui influence, c'est un critère qui influence le processus de diffusion. D'accord. Vous voyez bien que la diffusion de la molécule d'hémoglobine est différente. Le coefficient de diffusion de la molécule d'hémoglobine est différent du coefficient de diffusion de la molécule d'insuline. D'accord. Et ceci est dû au fait que les masses molaires des deux substances ne sont pas les mêmes. Voilà. Ça veut dire que si vous voulez, si vous avez un mélange d'hémoglobine et d'insuline, d'accord, les deux substances vont diffuser, d'accord, mais elles ne vont certainement pas diffuser de la même manière. Si vous voulez, elles ne vont pas diffuser à la même vitesse. D'accord. Parce que les deux coefficients de diffusion, ils sont différents, comme le montre cette équation. D'accord. Donc d'hémoglobine égale à d'insuline, racine cubique de la masse molaire de l'insuline que divise la masse molaire de l'hémoglobine. Alors comme conclusion, donc nous pouvons dire que la diffusion peut donc constituer une technique, si vous voulez, de séparation des molécules de masse molaire différentes. Alors dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, on a recours à de tels procédés. D'accord, si on a deux substances dans un mélange, on veut les séparer, eh bien on réalise le processus de diffusion. D'accord. Par exemple, dans le cas de l'hémoglobine et de l'insuline, donc les deux coefficients de diffusion ne sont pas identiques. C'est clair que les deux substances ne vont pas diffuser de la même manière, elles ne vont certainement pas diffuser à la même vitesse. D'accord. Donc l'une des deux diffusions sera plus lente que l'autre. D'accord. Pardon, l'une des deux diffusions sera plus lente. D'accord. Voilà, on suppose que c'est l'insuline qui va se diffuser plus rapidement. D'accord. Donc l'insuline dans un mélange où vous avez l'hémoglobine dans
un mélange constitué d'hémoglobine et d'insuline. Les deux substances ne vont pas diffuser à la même vitesse. L'insuline, par exemple, va se diffuser plus rapidement que l'hémoglobine. Et bien sûr, c'est tout un dispositif expérimental, etc. Donc, dès que l'insuline diffuse, hop, on l'extrait, et on aura à ce moment-là séparé l'insuline de l'hémoglobine. D'accord. J'espère que le message est passé. Hein. D'accord. Comment ça se passe techniquement, exactement sur le plan technique, je ne sais pas, mais d'un point de vue fondamental, c'est ça. La diffusion peut être une technique de séparation des molécules de masse molaire différentes. Voilà. Donc on s'arrête ici et on reprend la prochaine fois. Merci pour votre attention.